Aujourd'hui, j'avais envie de parler de finances personnelles. Ben oui, ok, je sais que ça n'a aucun rapport avec la nutrition, mais justement, je pense que ça peut vous aider parce que, étant donné que c'est pas mon domaine, c'est vraiment pas mon domaine, je connaissais absolument rien là-dedans. Tu sais, à part avoir un intérêt dans le sens que j'ai toujours été économe, puis mon mari aussi, donc vraiment euh, pas trop dépenser, vivre en dessous de nos moyens, mettre beaucoup d'argent pour l'épargne, donc ça, je connaissais, mais à part de ça, là, c'était vraiment je connaissais pas ça tant que ça. Fait que je pense que je suis une bonne personne pour vous en parler parce qu'on est peut-être au même niveau, au niveau de nos connaissances en finances personnelles. Et suite au décès de mon mari, c'est sûr que c'est moi qui ai eu à tout prendre ça en charge. Puis il y a des affaires que j'aurais vraiment aimé savoir avant, me les faire expliquer d'une façon extrêmement simple. Et si ça vous tente pas de gérer les finances et l'argent de votre famille, ben au moins de savoir ça, ça va vous permettre d'en discuter. Parce que quand on délègue complètement à l'autre personne sans connaître, ben il y a peut-être des choses qu'on aurait pu faire différemment ou au moins avoir une discussion là-dessus. Fait que c'est vraiment ça mon but aujourd'hui. Et l'an dernier, j'en avais parlé suite au rendez-vous avec ma conseillère financière, puis je m'étais rendu compte que les mamans, ils n'étaient pas vraiment au courant de comment fonctionnait le REA, le CELI, les REER, et non plus l'importance de se faire un testament. Donc, des choses comme ça, des choses que j'ai expérimentées à la dure. Fait que je pense que je peux vous en parler un petit peu aujourd'hui. Et j'ai refait un sondage là, sur ma page Instagram et j'avais 96% de personnes qui étaient quand même intéressées à avoir des notions très de base et très vulgarisées au niveau des finances personnelles. Donc, ça me tentait de vous en parler parce qu'aujourd'hui, c'est mon rendez-vous avec ma conseillère financière et j'aime vraiment ça, OK? Parce que être en charge de bon, c'est sûr, je gagne mes revenus, mais en plus de les optimiser et de prendre des décisions par rapport à mon argent, on s'entend là, OK? L'argent, c'est un coussin de sécurité, c'est l'avenir de mes enfants, c'est ma liberté, OK? Donc, être en charge, comprendre et être en charge de ça, moi, je trouve que ça me donne du pouvoir. Donc, la possibilité de pouvoir faire qu'est-ce que je veux, accomplir qu'est-ce que je veux, de pas avoir peur, de pas avoir d'insécurité. Je trouve vraiment que moi, ça me donne du pouvoir. Et, tu sais, je l'avais délégué à mon mari. Il y avait même une procuration, il pouvait signer en mon nom. Mais je trouve que ça m'enlevait un pouvoir que je ne savais pas que j'avais. Fait que s'il y a des mamans qui veulent essayer de prendre ce pouvoir-là ou d'avoir une discussion là, juste de ne pas déléguer, ben, je trouve que c'est quand même important. OK? Donc voilà. La première chose qui est importante, puis là, la dernière fois que j'en avais parlé, j'avais plein de notaires qui m'écrivaient puis qui me disaient « Ah, oh, merci d'en parler, merci d'en parler », c'est l'importance de faire un testament. OK? Moi, mon mari est décédé, donc oui, j'ai vécu le pire, OK? Et je n'avais pas de testament. Pourquoi on n'avait pas? C'est pas parce que on se disait, bof, ça vaut pas la peine et tout ça. C'est juste qu'on s'était jamais vraiment fait expliquer l'importance du testament. Puis c'est pas que personne nous l'avait dit, là, la conseillère financière nous l'avait dit. Mais vous savez, c'est quoi, hein? Ça nous tente pas de bloquer du temps dans notre horaire pour faire ça. C'est quand même des sous, mais c'est vraiment rien comparativement à tout l'argent que j'ai perdu à cause que j'avais pas le testament. Mais inquiétez-vous pas, OK? Parce que tout est réglé, il n'y a aucun problème, la succession est terminée, ça s'est très bien passé dans mon cas. Mais ne faites pas cette erreur. Faites-vous un testament. Là, je suis pas notaire, je vous explique ça de façon très brève, OK? Mais si vous êtes en couple avec des enfants, ce qui est probablement le cas, vu que vous suivez ma page qui est une page pour la famille, ben si vous n'êtes pas marié, parce que nous, pourquoi on n'avait pas de testament aussi, c'est qu'on pensait qu'on était protégé par le mariage, comme si on était une seule et unique personne. Ben c'est pas le cas. Mais ça nous a quand même aidé d'être mariés, oui, mais ça l'a pas tout sauvé, OK? Donc si vous n'êtes pas marié et qu'un des deux parents décède, il y a le un tiers de l'héritage, OK, qui va au conjoint survivant et le deux tiers va aux enfants. Puis là, c'est quoi ce un tiers, deux tiers-là? Tous les biens, OK? La maison, bon, si vous avez des gros biens là, ce qu'on n'avait pas vraiment, tu sais, on avait une moto, un bateau, nanana. Donc, tout ce qui appartenait à l'autre personne ou ouais, c'est ça. Tout ce qui appartenait à l'autre personne va à un tiers, deux tiers.
aux 2 tiers aux enfants. Et l'argent. Donc, les REER, les placements, les investissements. On a été chanceux encore une fois, on n'avait pas d'immeubles, il y avait plus de... Il y a déjà eu une compagnie, il n'y en avait plus, fait que ça a été vraiment simple. Mais les 2 hic, là, moi qui m'est arrivé, puis c'est pas grave parce que ça reste aux enfants, c'était la maison, que j'étais copropriétaire. Donc là, il y avait une partie, vous comprenez, qui allait aux enfants, une petite partie, mais ça reste que les enfants ils étaient copropriétaires de la maison avec moi. Et les REER, parce que nous, on mettait les REER au nom de Josué, parce que c'est lui qui avait le plus gros salaire, fait que c'est lui qui avait plus d'avantages à avoir des REER. Fait que, tu sais, moi, je cotisais assez REER parce que on était mariés, donc une unité, mais finalement, non, ça s'est pas réparti comme ça par la suite. Donc, le fait qu'on était mariés, donc quand on est 2 conjoints mariés avec des enfants, c'est que le conjoint marié a 50%, OK? Je ne me rappelle plus du nom, là. Fait qu'on a 50%. Et après ça, il y a la répartition. Comme par exemple, pour les REER, j'avais le droit à 50% de ces REER que j'avais cotisé, mais mon nom n'était pas là, fait que c'était à lui. Donc, 50% de ces REER plus le tiers du reste, OK? Donc, il y avait une certaine partie qui allait aux enfants. Pour la maison, c'était la même chose. Donc, j'étais copropriétaire, fait que j'avais déjà 50% de la maison, mais sa partie à lui, j'avais 50% de ça, plus le 1 tiers. Donc, voilà. Fait que c'est ça un peu. Puis, au niveau des REER, où est-ce qu'il y a eu de la perte d'argent, c'est que moi, c'était correct. Tout l'argent, on a pu le transférer dans mes REER. Mais la partie qui allait aux enfants, il a fallu le sortir des REER, donc payer l'impôt par rapport à ça. Puis au final, c'est sûr que l'argent, elle s'en va aux enfants, là, OK? Fait que c'est pas comme si c'était perdu dans le vide, mais c'est parce que cet argent-là, elle n'avait pas été placée pour être sortie des impôts à court terme, OK? Fait que ça n'a pas été optimal. Mais comme je vous dis, là, maintenant, tout est réglé. Puis je vous dis pas ça pour vous faire peur. Je vous dis juste ça, qu'un décès, OK, sans testament, ça pourrait vous appauvrir et vous laisser dans une situation économique précaire là, pour une famille. Donc, première chose, faites votre testament. Les notaires vont tous vous poser les questions. C'est important aussi, il y a le testament puis le mandat d'inaptitude, vous allez faire ça en même temps. Puis là, moi, en étant juste un parent, hein, là, c'est pas monétaire, mais quand même, c'est des choses importantes. Puis c'est les notaires, ils vous posent des questions quand on fait le testament. Puis en étant un parent, en sachant qu'on peut mourir, je le savais, mais tu sais, on pense jamais que ça va nous arriver, ben là, il faut décider où est-ce qu'ils vont, les enfants, si jamais c'est moi qui décède. Fait que c'est sûr que c'est pas évident comme processus, c'est quelque chose qui vient vraiment nous chambouler, mais c'est extrêmement important, OK? Donc, s'il vous plaît, prenez rendez-vous pour faire votre testament. Ça va être de l'argent, c'est pas très cher, là, OK? Ça va être extrêmement bien investi. Fait que première chose. Deuxième chose, deuxième chose, puis c'est ça moi que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais mettre mon argent, je vais placer mon argent dans les REER, mais ça se fait tout le long de l'année, là, le CELI et les REER, OK? Donc, je vais juste vous expliquer la différence, très vulgarisée, entre les 3, parce que peut-être que vous êtes jamais fait expliquer ça comme ça. Le REE, OK, c'est le régime enregistré d'épargne études, OK? C'est de l'argent qu'on va mettre de côté, oui, pour les études postsecondaires de nos enfants. Postsecondaire, là, c'est DEP, un DEC, un diplôme d'études collégiales ou l'université. Donc, tu sais, même si vous ne pouvez pas garantir que votre enfant va terminer ses études, ben le DEP, ça fonctionne aussi, OK? Puis si vous dites, ben moi, je crois pas que mes enfants vont faire des très longues études, ben c'est pas juste le coût de ses études, c'est tout ce qui est associé à ça. L'autobus, l'appartement s'il en a besoin. Donc, une fois que l'enfant est inscrit à des études postsecondaires, l'argent qu'il y a dans les REE peut être utilisé pour subvenir à ses besoins. Il peut faire des retraits, OK? Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que des fois, on dirait qu'on est hésitant parce qu'on se dit « Ah, les études, c'est loin. Ah, les études, je les ai payées. » Mais il ne faut pas voir ça comme ça. Il faut voir le REE comme une façon d'investir qui est extrêmement profitable. OK? Pourquoi? C'est parce que les gouvernements bonifient les dépôts qu'on va faire là-dedans pour nous inciter à mettre de l'argent pour les études. Et la bonification est très, très avantageuse, OK? Tout dépendamment de notre revenu. Mais même quand on a un revenu élevé,
la bonification va à 30% avec les 2 paliers de gouvernement. C'est quoi ça veut dire, ça? C'est comme un taux d'intérêt. C'est comme si on vous donnait, on plaçait l'argent avec un taux d'intérêt à 30%. Ça veut dire que vous mettez 100 $, les gouvernements en mettent 30. Vous mettez 200 $, les gouvernements en mettent 60. Fait que c'est pratiquement comme faire apparaître de l'argent dans le compte de votre enfant. Puis en plus, c'est que cet argent-là, vous le placez, OK? Il va avoir un pourcentage de revenus d'intérêt de, mettons, 6%, qui est quand même assez modeste, étant donné qu'on place ça sur des longues périodes. Fait que cet argent-là va fructifier pendant plusieurs années. Et qu'est-ce qui arrive quand on... Premièrement, le capital est garanti. Fait que quand vous mettez 100 $, 200 $, 300 $, vous allez toujours pouvoir, même si votre enfant ne fait pas d'études, reprendre cet argent-là. La bonification, si l'enfant ne fait pas d'études postsecondaires, elle va se perdre, OK? Mais on va dire qu'il va faire des études postsecondaires, c'est que vous pouvez vous reprendre votre capital, l'argent que vous avez mis, mais l'enfant peut garder, on peut tout y donner aussi, mais l'enfant va garder la bonification gouvernementale et l'intérêt que ça va avoir généré. Fait que si on y va à long terme, bien, la bonification et les intérêts, ça va être quand même un bon montant. Vous pourriez donner tout cet argent-là, mais vous pourriez décider, rendu aux études postsecondaires, de reprendre le capital que vous avez investi et de l'investir dans d'autres choses. Fait que voyez pas l'OREA juste pour le fait de payer les études de vos enfants, mais voyez-le comme une façon d'investir qui est extrêmement rentable. Et je l'ai lu à plusieurs endroits, même si je ne suis pas experte, OK? La première place que vous devez placer votre argent, c'est dans le REA, OK? Donc, je ne m'en rappelle plus le maximum par année. Je pense que c'est 2500 par enfant. Donc, je vous encourage fortement à le faire. La deuxième chose, c'est le CELI, qui est le compte d'épargne libre d'impôt. Donc, l'argent que vous mettez là-dedans, vous avez le droit à 6 000 $ par année et vous avez le droit d'aller chercher les autres années que vous n'avez pas utilisées. L'argent qui va, les intérêts, l'argent qui va fructifier là-dedans, vous n'aurez pas à percevoir d'impôt là-dessus. Donc, si vous placez cet argent-là puis que ça va bien, votre affaire, puis ça génère beaucoup d'argent avec les intérêts, bien, vous n'aurez pas à payer des impôts comme si c'était un revenu, là. Donc, ça, c'est très avantageux aussi. Et le REER, c'est de mettre de l'argent qui va dans les REER et cet argent-là va faire diminuer votre revenu imposable. Par exemple, vous avez gagné un revenu imposable de 80 000 $ et vous placez 10 000 $ dans les REER, bien là, c'est comme si votre revenu était de 70 000. Fait que ça peut être avantageux pour aller baisser votre revenu imposable pour aller chercher encore plus d'allocations familiales. Et moi, quand j'ai eu compris tout ce principe-là, bien, c'est sûr que moi, j'ai l'argent pour optimiser mes REER, mon CELI et mes REER à chaque année, mais j'essaie de diminuer le plus possible mon revenu imposable parce que moi, étant donné que j'ai 4 enfants et que je suis monoparentale, j'ai droit à quand même beaucoup d'allocations familiales et plus mon revenu augmentait, ben plus ça diminuait, OK? Donc, ces allocations-là, ils sont bonnes jusqu'à 18 ans, fait que je me dis, si je suis capable d'avoir le plus que je peux avoir, puis c'est pas que j'en ai pas besoin, OK? Jusqu'à 18 ans, ben ça serait super, puis par la suite, je pourrais faire d'autres placements là, avec mon argent. Et tout ça, si ce sont des sujets qui vous intéressent, j'ai des livres à vous proposer. Vous les connaissez peut-être que c'est votre conjointe qui a lu ça. C'est les livres de Pierre-Yves McSween. Il n'a pas la langue dans sa poche, OK? Il est raide. Des fois, ça fait mal, mais moi, ça me fait pas trop mal parce que je suis pas mal en accord avec ses principes, OK? Et dans son dernier livre, Liberté 45, il parlait vraiment de qu'est-ce que je viens de vous raconter là, d'essayer de diminuer, parce que ça, c'est vraiment jouer avec les lois fiscales là, au Québec, c'est que si ton revenu, ce qui fait en sorte... Pour te donner des bonifications ou des allocations, le gouvernement, il va se baser sur le revenu imposable, OK? Et non pas qu'est-ce que tu possèdes comme fortune. Donc, si tu possèdes une fortune incroyable, mais que ton revenu annuel est comme de 10 000 $ ou de 25 000 $, bien, tu es pratiquement pauvre là, aux yeux du gouvernement. Fait que tu vas aller chercher vraiment beaucoup d'allocations puis de bonifications
grâce à ça. Puis moi, ça m'a vraiment intéressée parce que c'est ça qui m'a intéressée dès le départ parce que j'ai vu les fluctuations au niveau de mes allocations. Lorsque mon mari est décédé, j'étais pratiquement pauvre, OK, selon le gouvernement parce que, on passait d'un revenu familial qui était correct, puis là, on a diminué. À moi, c'était mon revenu de travailleur autonome avec un bébé à la maison, enceinte, puis en congé de maternité. Fait que j'étais pratiquement pauvre, fait que j'avais vraiment beaucoup d'allocations. Assez pour être pratiquement comme un salaire, OK? Puis plus je gagnais de l'argent les autres années, bien plus ça diminuait. Fait que j'ai vraiment compris tout ça. Et voilà, fait que dans ce livre-là, Liberté 45, il explique ça un peu, comment qu'on peut essayer de tourner ça à notre avantage de façon tout à fait légale, OK, bien entendu. Mais le but de ce livre-là, Liberté 45, c'est comme un principe là, pour essayer de prendre sa retraite à 45 ans parce qu'on est libre financièrement. Donc, on a assez d'argent de côté pour générer des revenus avec les intérêts pour ne pas avoir besoin de travailler, OK? Puis moi, ça m'intéresse parce que c'est pas que je veux pas travailler, c'est que je veux être libre de faire qu'est-ce que je veux. Là, en ce moment, ce que je veux, bien, ça me génère de l'argent parce que je pratique ma profession, mais c'est ça. Mais je sais pas quand je vais avoir 45 ans, 50 ans, où est-ce que je vais en être avec mon entreprise. Et si jamais j'ai arrêté pendant 2 ans parce que ça me tente plus, parce que je veux faire d'autres choses, parce qu'il arrive quelque chose, ben je veux avoir cette liberté financière-là de pouvoir complètement cesser mes activités sans me retrouver à la rue parce que j'ai quand même une famille à nourrir et tout ça. Fait que c'est pas une question juste d'être le plus riche au monde puis d'avoir plein d'argent pour laisser à nos enfants plus tard, ce qui est quand même bien, ou de se priver, mais c'est vraiment, en tout cas moi c'est ce qui me plaît, c'est cette sensation-là de pouvoir faire qu'est-ce que je veux sans d'avoir d'obligation, d'aller travailler à chaque jour puis de faire mes heures et tout ça. Moi, je n'y parviendrai pas à la liberté 45 comme c'est dans le livre parce que je suis trop vieille. Mais si vous avez dans la vingtaine, sérieusement, je vous suggère ce livre-là. En fait, je le suggère à tout le monde parce qu'il va falloir éduquer nos enfants de cette façon-là. Parce qu'un des principes du livre, c'est que en gros, là, c'est qu'on s'arrange pour gagner beaucoup d'argent en faisant un emploi qui génère des revenus, mais aussi en augmentant notre valeur. Donc, parler 3 langues, savoir programmer. Puis là, il y a plein d'exemples, là, ce qu'un jeune de 15 ans devrait faire dès 15 ans pour faire augmenter sa valeur. Donc, avoir des connaissances justement sur la programmation, des choses qu'on le sait qu'une fois sur le marché du travail, qui vont lui permettre de monter les échelons pour avoir un salaire qui est intéressant, OK? Pour ne pas s'appauvrir. Et ça, je trouvais ça quand même intéressant, justement, pour donner ces informations-là à nos enfants là, quand ils vont être ados. Ensuite, donc, de gagner de l'argent. Ensuite, épargner massivement, c'est-à-dire pas dépenser beaucoup, vivre vraiment en dessous de notre revenu, vraiment s'assurer d'avoir des dépenses, de mettre son argent au bon endroit pour être capable d'épargner, puis d'épargner, puis d'épargner, parce que ça, on le sait, hein, c'est des valeurs exponentielles. Si on met de l'argent de côté très tôt, puis des bons montants, ben on va être riche à un moment donné à cause de que ça fluctue à cause des taux d'intérêt. Et ça aussi, c'est écrit dans les livres, tu sais, que les jeunes, ils manquent d'éducation financière, mais dès qu'ils voient les courbes là, avec les montants là, qui augmentent comme ça, d'une personne qui a mis 20 $ par semaine à partir de 20 ans versus une personne qui a commencé à 35 ans ou à 40 ans, ben ils voient là, que la personne avait été un millionnaire. Puis ça, habituellement, ça plaît aux jeunes. Donc, d'épargner massivement. Ensuite, c'était quoi? Ouais, puis faire des investissements qui rapportent, là, et non pas placer tout notre argent dans des trucs garantis qui rapportent pas très. En gros, c'est ça le livre. Mais pour épargner massivement, c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis un peu... Puis, tu sais, il dit rester chez ses parents le plus longtemps possible pour pas avoir à payer d'hypothèque, puis tout ça. Fait que c'est quand même, comme je vous dis, là, il n'y a pas la langue dans sa poche, mais c'est quand même intéressant. Puis, il y avait un autre livre aussi que vous avez peut-être lu parce que ça a été vraiment un gros succès. Ça s'appelle En as-tu vraiment besoin? Et si, justement, vous avez l'impression que l'argent, vous savez pas trop où est-ce qu'elle va, OK, ben oui, il faudrait vraiment faire un budget, puis regarder où vont vos dépenses et couper, OK? Lui, il dit surtout de couper dans les frais fixes, OK? C'est quoi que vous payez de façon récurrente à chaque mois?
Les assurances, est-ce qu'on peut les faire baisser? La location d'auto, ce serait peut-être le moment d'acheter une auto usagée en bon état puis arrêter de payer à chaque mois tout le temps. Après ça, les abonnements, Spotify, le câble, nanana. Puis là, de tout revoir ça pour être capable d'épargner. Et quand je vous dis qu'il n'a pas la langue dans sa poche, une fois j'avais lu, tu sais, là, ça n'a pas rapport à cause de la pandémie, là, mais il disait si tu amènes tes enfants à Disney puis tu penses que ça, c'est un investissement familial, là, il dit j'espère que tu as mis de l'argent avant ça dans les REA, parce que sinon, c'est vraiment, tu sais, idiot ou quelque chose du genre. Puis c'est parce que les REA, c'est tellement avantageux que, tu sais, c'est pas complètement fou, ça. Mais ça fait mal se faire dire ça parce qu'on se dit ouais, mais je fais ça pour les enfants. Oui, comme, ouais, mais non, tu fais pas ça pour les enfants. Tu fais ça parce qu'on dit que c'est ça qu'il faut faire, la société. Puis en tout cas, fait que je vous invite à lire ces livres-là. Ils sont pratiquement impossibles à, à réserver à la bibliothèque. C'est pas vrai, là, mais c'est juste que, mettons, Liberté 45, vous allez probablement l'avoir en 2022. Fait que si c'est des choses qui vous intéressent, je vous encourage peut-être à les acheter. Moi, j'étais pas mal d'avance, fait que j'avais réussi à les avoir, là, les deux à la bibliothèque. Donc, voilà. C'est ça. OK, aussi, j'avais lu un autre livre, OK? Puis ça s'appelait « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez ». OK? Parce que souvent, on associe la richesse à qu'est-ce que la personne a l'air. Elle a une grosse maison, elle a une grosse voiture, elle va souvent dans le sud. Ils vont souvent à Walt Disney en famille. Ils font vraiment des activités qui sont quand même dispendieuses et tout ça. Ben, ça se peut que cette famille-là, vue de l'extérieur, elle a l'air millionnaire ou extrêmement riche. Ça se peut qu'il le soit, OK? Mais ça se peut aussi qu'il soit très endetté. Fait qu'il faut pas se fier à l'apparence ou il faut pas essayer par des objets d'augmenter, d'avoir l'air plus riche qu'on est parce que il disait que les personnes millionnaires, là, c'est la petite famille là, qui ont toujours eu un bon emploi, qui ont toujours vécu en dessous de leurs besoins, qui ont toujours mis de l'argent de côté, qui n'ont pas déménagé 26 fois dans leur vie, qui avaient une voiture qu'ils gardaient le plus longtemps possible, ben probablement qu'eux autres sont millionnaires. C'est juste qu'ils font pas comme un étendu de leur richesse, mais ils n'ont pas de dette, OK? Puis être millionnaire, c'est juste d'avoir une valeur de 1 million au niveau de nos placements ou de nos actifs ou tout ça. Ce qui n'est pas complètement inaccessible, OK? Fait que c'est vraiment de faire attention que la surconsommation, ça nous pousse vraiment au surendettement. On le sait, les gens sont surendettés. Donc, voilà. Fait que juste faire attention à qu'est-ce qu'on projette en ayant des achats coûteux et tout ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Mais je comprends. Des fois, je me dis, voyons, ces grosses maisons-là, là, combien il faut gagner par année pour se les payer? Je me dis, comment ça se fait, tu sais, que... Ben, moi, ça m'attire pas, là, mais moi, c'est une réalisation que j'ai faite. Je me suis dit, ben, peut-être que finalement, ces personnes-là sont endettées. Donc, on pense qu'on est moins riche que les gens, là, mais peut-être que finalement, ils sont endettés. Hey, ça saute du coq à l'âne, mon affaire, mais j'aime ça parler de ça, mais on dirait que c'est éparpillé. En résumé, entourez-vous de bonnes personnes, OK? Comptables, OK? À moins que la personne qui fait vos impôts, si c'est un membre de votre famille, elle connaisse vraiment son affaire, là. Mais un comptable va vous permettre d'optimiser. Est-ce que ça vaut plus la peine? Mettons, j'ai 5 000 à mettre cette année de côté. Est-ce que ça vaut plus la peine de le mettre dans les REER, le CELI, les REER? Les REER, c'est probablement en premier, mais le comptable va être capable de vous dire ça, OK? Ou comptable fiscaliste, un conseiller financier si vous n'êtes pas en mesure de faire vos placements tout seul sur Internet, ce qui est mon cas, et notaire, bien entendu, là, pour le testament. Ensuite, première chose, OK, revoir nos dépenses pour essayer d'être capable de dégager de l'argent pour la mettre de côté, OK? Moi, j'ai jamais fait de budget parce que j'ai toujours eu un mode de vie en bas de mon revenu. Mais c'est peut-être pas le cas. Puis, un conseiller financier ou quelqu'un qui peut vous aider à faire un budget, c'est d'écrire pendant 3 mois où vont vos dépenses, c'est quoi vos revenus, puis voir comment que ça balance pour essayer de voir combien vous pourriez mettre de côté. Et ça devrait être prioritaire, OK? Encore une fois, Pierre-Yves McSween, il dit « Paye-toi en premier ». OK? Tu peux faire les dépenses que tu veux. Tu as le droit de dépenser pour du linge, pour plein d'affaires. Tu es libre de faire ce que tu veux avec ton argent. Mais si tu veux faire ça
une façon intelligente, mettons, mets ton épargne de côté en premier, paye-toi, paye pas tes affaires, paye-toi, mets de l'argent de côté, puis après ça, dépense pour tes affaires. Ensuite, fait que revoir nos dépenses pour dégager de l'argent, pour être capable de la placer, d'épargner. La première chose, les REA, OK? J'espère que je vous ai convaincu que c'était une bonne chose. Ah, une autre affaire, je vous ai dit la bonification de 30%, là. Mais si vous avez un revenu imposable très bas, comme j'ai déjà eu suite au décès de mon mari, la bonification, elle allait à 60%. Fait que ça veut dire qu'à tous les 100$ que je mettais, le gouvernement mettait 60$ dans le compte. Tu sais, quand même, là, c'est quelque chose. Et voilà. Fait que moi, mes enfants, ils avaient tous déjà un REER au nom de mon mari. OK? Fait que ça, je leur ai donné complètement. C'est à eux. Ça continue de fructifier, mais je mets plus d'argent. Un REER, je m'excuse. Il y avait tout un REER. Je mets plus l'argent là-dedans. J'en ai tout réouvert un qui est à mon nom et je mets le maximum que je peux avoir là pour chaque enfant par mois. Fait que oui, pour chaque enfant par mois. Et un troisième truc, bon, ça c'est les trucs de Pierre-Yves Messouine, essayer d'augmenter notre revenu pour pouvoir épargner encore plus et non pas dépenser encore plus. Et suite à ça, c'est faire des investissements qui sont bons, donc avec des bons pourcentages d'intérêt et tout ça. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ah ben, Pierre-Yves Messouine, ce qu'il disait là, c'était vraiment qu'ici au Québec, là, les parents, s'ils sont à leur affaire, c'est vraiment le paradis au niveau des allocations, puis c'est pas complètement faux, OK? Justement, comme moi quand j'ai remarqué ça, les allocations, avec beaucoup d'enfants, en étant de famille monoparentale, je me suis dit, OK, j'ai peut-être pas besoin de travailler finalement, mais ça n'aurait jamais fait, là, je veux absolument travailler, mais c'est pour ça que de regarder un petit peu comment ça fonctionne pour essayer d'optimiser ça en diminuant son revenu imposable, bien, ça pourrait être quelque chose de très profitable pour vous. C'est pour ça que je vous invite à en parler à un comptable ou un fiscaliste qui va faire ces calculs-là là, pour vous. Donc, voilà. Fait que j'espère que ça vous a plu, mon petit talk sur les finances personnelles et mes histoires. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis pensez à ça, puis parlez-en en famille là, pour faire des bons choix.